Bonjour les filles et Bonjour. merci d'être là avec moi ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première interview. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélissa et je suis community manager spécialisée pour les professionnels de la médecine douce. L'idée de ces interviews, c'est de faire découvrir différents univers de la médecine douce, de parler de sujets concrets qui touchent tout le monde et surtout de partager des clés simples et naturelles pour aller mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, c'est la gestion du stress et l'arrivée de l'automne. Je suis vraiment ravie d'en discuter avec vous parce qu'on sait que c'est une période où on reprend tout en même temps, que ce soit le boulot, les enfants pour certains et la maison, c'est intense. J'ai voulu en parler avec vous deux parce que vos pratiques, elles sont complémentaires et elles apportent des solutions concrètes et naturelles. Donc Laetitia, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et de ton parcours et de ce qui t'a amené à accompagner les parents et les enfants? Merci. Moi, du coup, j'ai fait une fac de psycho à la sortie du bac et puis ensuite, je me suis dirigée vers une école d'éducatrice spécialisée. Et à la suite de mon diplôme, j'ai travaillé notamment dans une unité mère-enfant. Et c'est là où j'ai eu le déclic parce que j'ai vraiment été passionnée par ce lien qui se crée entre la mère et l'enfant et tout ce changement de personnalité, tout ce changement qu'incombe en fait ce statut de maman et de papa, de la place de chacun dans la famille. Je suis pas restée très longtemps dans les institutions parce que j'avais ce frein de me dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps à accorder à chaque famille de manière individuelle. Du coup, j'ai ouvert une maison d'assistante maternelle dans laquelle je travaille toujours, 2 ou 3 jours par semaine. Et en parallèle, je fais également de l'accompagnement individuel autour du postpartum, de l'allaitement, du sommeil, de la place de chacun, des émotions dans la famille, autant des émotions au niveau des mamans que aussi pour les enfants. Et je travaille avec l'outil des huiles essentielles et des compléments alimentaires de manière naturelle. Ok, merci. À ton tour, Jennifer, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis à la base passionnée du spirituel et du bien-être et j'ai créé Intérieurement Soi sur la commune de Bessières qui est une boutique bien-être, boutique qui est autant sur la commune qu'en ligne. Cette boutique, je partage en fait une sélection de minéraux, de bougies et de créations personnalisées. C'est un espace qui a été pensé pour vraiment prendre soin de soi, où on peut trouver des ressources simples et nourrissantes pour retrouver un équilibre intérieur. L'idée, c'est d'accompagner les gens en transmettant des clés qui sont concrètes et des outils faciles à utiliser dans leur quotidien pour retrouver une paix intérieure et un bien-être dans leur vie. Dans ma pratique, j'intègre aussi les huiles essentielles et différents outils énergétiques que je propose en séance ou en accompagnement sur le long terme pour offrir un soutien naturel et accessible à tous. Merci à toutes les deux pour vos présentations. C'est vraiment intéressant de mieux comprendre vos parcours. Et d'ailleurs, en parlant d'accompagnement, j'aimerais qu'on parle d'un sujet du coup qui touche pas mal de monde. Donc c'est le stress de la rentrée. Parce que c'est souvent une période où tout s'accélère et où le stress peut vite s'installer. Donc j'aimerais comprendre comment dans vos pratiques respectives, vous aidez les personnes que vous accompagnez à traverser ce moment plus sereinement. Laetitia, de ton côté, avec ton expérience auprès des parents et des enfants, comment tu observes et accompagnes ce stress de la rentrée? Concrètement, dans ta pratique, quels sont les signes de stress que tu remarques le plus souvent chez les parents et les enfants à cette période? Alors moi, c'est très rigolo parce que souvent, juillet-août, j'ai beaucoup moins d'accompagnement. D'accord. Parce qu'on est sur une période du coup estivale, donc déjà il y a le soleil, les gens peuvent plus sortir en nature, tout ça. Il y a aussi les vacances et du coup j'ai moins d'accompagnement, notamment sur les accompagnements émotions et sommeil. Par contre à la rentrée, je me rends bien compte que les gens redemandent des accompagnements et redemandent des accompagnements presque dans l'urgence. C'est un peu comme si jusqu'au 30 août ça va et à partir du 1er septembre on sent qu'il y a tous les papiers de la rentrée à remplir, il y a l'intégration chez la nounou pour les plus petits, il y a la reprise du travail pour beaucoup de parents, et voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, un emploi du temps un peu serré, et du coup, comme par magie, les enfants, le fameux tunnel du soir devient ingérable. Et on a de nouveau des réveils nocturnes, de nouveau des difficultés au niveau de la gestion des émotions, des mamans qui nous disent ben ça criait pas du tout cet été, c'était plutôt fluide, et puis là ça y est, à peine rentrée de l'école, c'est crise sur crise. Donc voilà, pour moi les indicateurs de la difficulté de la rentrée, c'est vraiment ça, c'est vraiment le tunnel du soir qui est compliqué, où les parents ont l'impression de rentrer du travail
et que ça s'enchaîne conflit sur conflit, que ce soit avec les tout petits qui parfois rentrent tard de chez la nounou, ont besoin de déverser et du coup ont un laps de temps court parce que si on rentre à 17h et qu'on va se coucher à 19h30, il faut tout imbriquer dedans. Ou les plus grands, quand il y a des devoirs à faire, où là ça peut devenir carrément vraiment la lutte entre les parents et les enfants. Est-ce que tu penses que ça peut être lié par exemple au stress des parents c'est la rentrée, il faut que le timing il soit comme ça, qu'ils peuvent le ressentir, tu penses que ça peut expliquer Ça c'est certain, ce qui est certain c'est que souvent les parents en voulant bien faire, et moi la première, on finit le travail, on va tout de suite les chercher. Alors il y a ceux qui ont un grand laps de temps en voiture entre le travail et la maison, donc ça décharge un petit peu. Il y a ceux qui sont vraiment tout proches, je vais chercher le petit, et puis après des fois je passe à l'école, et puis après je rentre à la maison, et puis à la maison il y a les machines à gérer, il y a le repas à faire, et puis il y a les enfants qui essayent de décharger émotionnellement. Donc voilà, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est de se dire qu'on a un planning de base, une théorie parfaite autour du sommeil, c'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait qu'un enfant tout petit soit couché entre 19 et 20 heures. Okay. Dans les faits, je conseille régulièrement aux parents de décaler le coucher parce que je préfère un enfant qui a eu le temps de remplir son réservoir affectif et de profiter avec son parent, plutôt qu'un enfant qui arrive et c'est la course pour être à l'heure au moment du coucher. Le premier truc que je conseille, c'est est-ce qu'on a un sas de décompression entre le retour de notre journée? Est-ce qu'on a un moment pour décharger les émotions de tout le monde? Est-ce que maman a eu son moment pour décharger les émotions? Je dis maman parce que j'ai souvent les mamans qui viennent demander, mais il y a les papas aussi. Et est-ce que l'enfant, il a eu ce sas aussi de décompression quand il est rentré de l'école ou de chez la nounou, où il a pu décharger les émotions? Parce qu'il y a vraiment ce truc, des enfants, ils sont en général, tout se passe bien. Oui. Chez la nounou ou à l'école ou à la crèche. Et arriver à la maison, c'est compliqué. Comment tu accompagnes du coup les familles pour traverser ce moment avec plus de sérénité? Est-ce que tu peux nous partager ta manière de travailler? Moi, je reçois toujours les familles une première fois, soit en visio, soit en face à face. On fait l'état des lieux de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête ma théorie. On fait l'état des lieux de ce qui se passe chez eux. Et l'idée pour moi, c'est de constituer un puzzle pour pouvoir adapter la théorie par rapport à la physiologie de l'enfant et des besoins des enfants et leur pratique à eux, ce qui est possible chez eux. Parce qu'une famille qui rentre chez elle à 18h30, elle n'a pas les mêmes possibilités qu'une famille qui rentre chez elle à 16h. Donc on ne peut pas chercher à copier ce qu'on a dans les livres. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter pour que ce soit viable sur le long terme. Moi, la première chose que je fais, c'est de faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'on peut enlever comme charge sur une soirée. Est-ce que peut-être on peut avoir prévu les repas à l'avance? Est-ce que peut-être on peut ne pas se mettre la pression sur le fait que les repas doivent être toujours faits, bio, maison, sur l'instant, la maison nickel, qui sent bon, avec les draps étalés, étendus, propres et tout ça. Donc voilà, je fais vraiment l'état des lieux de ce qui est possible et ma priorité, c'est de mettre un sas de décompression dans la soirée. Est-ce que tu as des rituels ou des pratiques simples à mettre en place à la maison pour réduire du coup ce stress? Donc moi je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, donc je propose toujours aux parents, s'ils sont ok, si ça leur parle, d'intégrer les huiles essentielles comme ça, c'est au niveau olfactif, ça travaille beaucoup sur les enfants, ça permet de faire soit des respirations tous ensemble, soit de se poser un petit peu. Un autre exercice que j'aime beaucoup et qui marche très très bien chez les petits, c'est on fait un temps où soit on crie tous ensemble, soit on met la musique à fond et on danse tous ensemble. Il faut savoir que les émotions sont beaucoup logées dans le corps. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir décharger, mobiliser le corps pour pouvoir faire circuler les émotions, les énergies, tout ce qu'on veut, mais tous évacuer. Et donc on fait ce petit temps-là où tout le monde annonce qu'on décompresse, que tout le monde décompresse. Et puis après, on peut faire un câlin en fonction de ce qu'on a besoin et se dire que là, on revient à la routine. L'autre chose, c'est que l'enfant a besoin d'avoir un pouvoir sur son environnement. Donc il faut que la routine soit claire tous les soirs, dans quel ordre je fais les choses de la maison, et que l'enfant puisse le visualiser et le marquer. J'ai fait mes devoirs, je colle une gommette sur le « fais les devoirs », ça c'est fait. On a mangé, c'est fait. On a pris le bain, c'est fait. Ça montre aussi à l'enfant que petit à petit il se rapproche du dodo, et qui dit dodo dit séparation, et c'est souvent ça qui est difficile chez les enfants. D'accord. Donc ça lui permet d'avoir une jauge et de voir qu'on travaille la séparation petit à petit. Est-ce que tu as un exemple ou une anecdote d'accompagnement qui illustre bien comment ton approche elle peut aider pendant cette période? Par exemple, une famille avec qui je viens de terminer un accompagnement, donc comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'été, c'est un accompagnement qu'on avait commencé mai-juin. Et puis, on avait fait une petite pause sur juillet-août parce qu'il y avait les vacances, tout ça. Et là, on a repris parce que vraiment, tout le monde était un peu en panique. L'idée, c'est de se dire que là, cette famille, ce petit, il dormait super bien. Et puis, à 2 ans, tout d'un coup, il dormait plus. Les endormissements étaient compliqués.
et il se réveillait la nuit. Donc on est revenu sur une phase de sécurisation. Et c'est souvent ce qu'on a besoin de faire à la rentrée, puisque les enfants, ils arrivent d'une totale liberté pendant l'été à beaucoup de cadres. Donc là, on est repassé sur une phase de sécurisation, de se dire, le soir, on remet un rituel très sécurisant avec papa-maman qui reste pour l'endormissement le temps d'une petite musique, toujours la même musique, pour que l'enfant intègre la musique et soit pas un petit peu comme un suricate de se dire, ils vont peut quitter ma chambre à tout moment. Donc du coup, ils sont restés avec cet enfant-là, et on a travaillé sur ce qui était important pour eux, c'était la séparation des espaces. Ils voulaient plus du tout que le petit aille dans leur lit. Donc dès qu'il appelait la nuit, ils allaient eux dans sa chambre à lui. Et donc petit à petit, on a travaillé sur papa, maman reste, et puis ils te mettent la musique et ils sortent, mais dès que tu appelles, ils reviennent. Et puis il y a pas très longtemps, le petit s'est endormi tout de suite. Papa a dit je te mets la musique et je m'en vais. Il a dit oui et il est parti. Parce qu'il était sécurisé et qu'il savait que s'il appelle, ses parents sont là. Selon toi, quelle est la plus grande idée reçue que les parents ont sur le stress des enfants à la rentrée et qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour casser ce mythe? Je pense que la chose la plus compliquée, c'est ce qu'on entend tout le temps, c'est de dire si maman est stressée, bébé sera stressé. Celle-là, on l'entend tout le temps. Elle est très bien comme phrase, elle est vraie parce qu'en fait, les enfants ressentent notre tension et en fait, ils ont une lecture beaucoup plus juste du langage corporel que ce que nous, on a. Donc, ils sentent les tensions, c'est différent. Surtout les bébés qu'on porte dans les bras, vraiment, c'est très différent la manière dont on les porte selon notre état émotionnel. Pour autant, c'est une phrase qui est aussi très culpabilisante. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que vous ne pouvez pas apprendre à vos enfants la gestion des émotions, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on faisait moins dans nos générations, d'apprendre la gestion des émotions. Pour autant, on nous en fait des tartines, nous, avec tout ce qu'on sait de nouveau sur les neurosciences par rapport à la gestion émotionnelle des enfants, à quel point c'est important et tout ça, de les accompagner. Et du coup, je me retrouve souvent avec des familles qui ont des grands tableaux pour expliquer les émotions des enfants, mais qui elles-mêmes s'autorisent pas à montrer leurs émotions. Donc, la première chose que je mets en place pour casser ce mythe-là, c'est de dire, ok, dis-lui à ton enfant. Dis-lui qu'aujourd'hui, t'as passé une journée pourrie. Qu'au boulot, ça s'est mal passé, que tu t'es pris la tête avec des collègues, que t'es en colère mais que c'est pas de sa faute, que t'es fatigué mais que c'est pas de sa faute, et lui, comment il se sent. Parce que si je montre à mon enfant que moi, je suis lisse, un peu comme, je prends toujours l'exemple aux mamans pour que ce soit plus parlant de Brivante de Camp, Oui. je suis parfaite et tout va bien, je maîtrise tout dans la maison, l'enfant, il s'identifie forcément aux parents, et pour lui, sa maman, c'est la meilleure des mamans. Donc si ma maman, elle a pas d'émotion, moi non plus. D'accord. Sinon, c'est que je suis faible. Okay. Donc vraiment de pouvoir leur montrer, moi, tu vois, sur l'échelle des émotions, je me sens comme ça. Et toi, tu te sens comment? Toujours partir de vous. Et ça veut dire aussi s'autoriser à pas être parfaite et à pas être dans la béatitude de c'était une journée pourrie, mais de toute façon, je retrouve mon enfant, donc c'est merveilleux. C'est pas toujours vrai. Si tu pouvais dire une seule phrase à tous les parents qui culpabilisent parce qu'ils se sentent dépassés en ce moment, ça serait quoi? Ça serait prenez le temps d'analyser ce qui se passe et tout ce que vous avez à faire en 2 heures de temps en rentrant chez vous et listez les choses qui sont les plus importantes. Ce serait un peu une phrase comme c'est pas possible de tout caser en 2 heures et on peut pas être parfait partout. Juste, on a des priorités sur ce qui est important et le reste, on verra ce week-end. Jennifer, de ton côté, toi, tu accompagnes avec une approche plus holistique, notamment avec des soins énergétiques et de la guidance. Oui. On sait que le stress, il touche aussi nos émotions et notre énergie. Donc, comment tu aides les personnes à traverser la rentrée? Dans ton approche holistique, comment tu identifies l'impact du stress sur l'énergie ou les émotions des personnes qui viennent te voir? Déjà, j'ai pu observer que le stress se manifeste de différentes façons selon les personnes. Mais de façon générale, quand il s'agit du corps, on est dans une baisse d'énergie. On est dans une grosse fatigue, vraiment un sentiment d'épuisement total. Et au niveau des émotions, on a des personnes qui sont plus irritables, facilement dépassées, qui ont des difficultés à se projeter dans le quotidien. Donc mon rôle d'abord, c'est de les écouter, de pouvoir faire un état des lieux de leurs problématiques, de ce qu'ils traversent et de ce qui les bloque dans leur quotidien. Et à partir de là, en fait, cet état des lieux-là passe à la fois par ce qu'ils vont m'expliquer et aussi parce que leur corps va exprimer. Parfois, on verbalise des choses et le corps, dans le côté non verbal, va exprimer
tout un tas d'informations qui va venir compléter en fait cet état des lieux. Sur la rentrée, on est vraiment plus sur un soin énergétique où on va venir apaiser le corps, on va venir équilibrer les énergies, notamment au niveau des chakras. Les chakras, bon, il faut savoir que dès qu'il y en a un qui est impacté, c'est un déséquilibre autant sur le corps physique que sur l'esprit finalement. Mais là, si on doit vraiment cibler les chakras, on sera vraiment chakra racine pour le côté sécurité, de se sentir plus ancré. On va être sur le chakra plexus qui représente vraiment la confiance en soi, donc qui va aider à aller de l'avant. Et le chakra du cœur où là, on va jouer sur la sérénité et l'ouverture aux autres pour avancer de façon plus détendue. On peut aussi utiliser la guidance, mais là, ce sera vraiment plus destiné aux personnes qui ont besoin d'avoir des clés pour avancer. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de se sentir fatigué, épuisé, il y aura vraiment une problématique de se projeter en fait dans un futur qui potentiellement peut changer. On veut pas recommencer un nouveau cycle de la même façon. Donc la rentrée, c'est souvent un point de départ pour tout le monde, autant les enfants que les mamans, que les papas. Et donc quand on veut changer cette rentrée-là et qu'on veut vraiment trouver des clés pour avancer correctement, on va passer par une guidance et après, pourquoi pas un soin énergétique où une fois les solutions trouvées, on va pouvoir déposer toutes les émotions et être accompagné pour aborder ce changement plus sereinement. Est-ce que le travail sur les chakras, il peut vraiment aider à mieux vivre cette période de rentrée? Oui, complètement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a un chakra qui est déséquilibré, ça se traduit par du stress, ça se traduit par des émotions qui sont assez envahissantes. Donc, travailler ces chakras, c'est venir les harmoniser, les rééquilibrer pour que le corps et l'esprit, finalement, soient assez équilibrés et alignés et qu'on avance de façon plus structurée. Je pense que s'il y a un chakra qui est déséquilibré, ça déséquilibre quand même le reste. Généralement, tous les chakras doivent être équilibrés et alignés. S'il y en a un qui est un peu plus défaillant, ça circule plus en fait. D'accord. Ça vient perturber la circulation. Pour ceux qui n'ont jamais fait de soins énergétiques ou de guidance, est-ce qu'il existe un exercice ou un rituel simple qu'ils peuvent faire seuls chez eux pour notamment du coup pour la rentrée? Oui, j'ai pensé à 2 exercices là. Les 2 sont simples parce que l'idée, c'est pas de se dire je prends soin de moi, ça va prendre 1 heure ou ça va prendre 2 heures. On peut prendre soin de soi au quotidien sur 5 minutes, même 3 minutes. L'idée, c'est de la régularité et de prendre vraiment un moment off. D'accord. Donc, le premier exercice, il est assez simple, c'est pour calmer le système nerveux, c'est ce qu'on appelle le 3-3-3. On vient d'abord se poser, donc on expire, on fait des inspirations et expirations lentes 3 fois. On vient inspirer sur 3 secondes, on bloque la respiration 3 secondes et on expire 3 secondes. Et D'accord. ça, on le fait 3 fois. Okay. Rien que faire cet exercice-là tous les jours, ou tous les 2 jours, c'est vraiment se prendre un temps pour soi et déposer les émotions à ce moment-là. Et il y a un autre exercice qui est intéressant pour vider le trop-plein d'émotions. Donc là, c'est vraiment quand on se retrouve, par exemple, au travail et que d'un coup, on a une surcharge et qu'on se sent débordé. On peut s'installer il suffit d'un papier, d'un crayon. Ça peut vraiment durer 3 minutes comme 5 minutes. Ça dépend du temps dont on a besoin. Et on écrit tout ce qui passe par la tête. On ne se censure pas et on déverse tout ce qu'on a besoin sans réfléchir. Et là, en fait, on vient déposer sur le papier tout le trop-plein qu'on a dans la tête, toutes les émotions. On les pose, on les libère, on les décharge et on peut repartir un peu plus apaisé. Merci du coup à toutes les deux pour ces précieux conseils. Et avant de clôturer du coup sur le stress de la rentrée, j'aimerais qu'on aborde un point que vous avez en commun, donc c'est les huiles essentielles. C'est très à la mode, mais pas toujours facile à utiliser. Donc j'ai quelques questions à vous poser sur le sujet du stress de la rentrée. Quelles sont du coup, selon vous, les 2 ou 3 huiles les plus efficaces pour aider à réduire le stress et l'anxiété liées à la rentrée? Alors, moi, je conseillerais vraiment l'huile essentielle adaptive. C'est un peu ma chouchoute du moment parce qu'elle est vraiment apaisante quand on a des angoisses. Voilà, notamment au niveau de la reprise du travail. Parfois, on est bien en vacances et puis là, c'est la rentrée. Il y a la séparation avec les enfants, il y a reprendre un rythme et retourner au travail. Ça peut, sur des personnes angoissées, vraiment venir les oppresser à ce moment-là. Et adaptive, elle va les accompagner dans ces moments. Elle va pouvoir les apaiser et partir avec un peu plus de sérénité, peut-être au travail. D'accord. Moi, adaptive, je la conseille aussi systématiquement, surtout pour mon public de maman, puisque c'est son deuxième prénom, adaptive, ça pourrait être la charge mentale. C'est l'huile essentielle qui est utilisée tout le temps pour travailler avec la charge mentale. Donc vraiment, l'idée pour moi, c'est de s'en mettre plusieurs fois dans la journée sur des moments clés, sur tout ce qui est transition. Je passe de mon tunnel du matin à mon travail, je passe de mon travail à récupérer les enfants et je passe du tunnel du soir avec les enfants
un moment pour moi, par exemple. C'est vraiment, elle a une odeur de menthe qui vient rafraîchir un petit peu, et ensuite elle a une synergie d'huile essentielle un peu plus florale qui vient un petit peu poser le mental. J'utilise aussi beaucoup Balance. Donc Balance, c'est mon huile chouchou à moi depuis le début. C'est une huile qui ancre vraiment. Pour le coup, elle a des odeurs vraiment boisées, et on conseille de la mettre sous les pieds, sous la plante des pieds tous les matins. Et on peut aussi l'avoir sur les poignets à sentir. Elle vient vraiment poser et pouvoir donner un petit peu un équilibre dans les émotions. C'est vraiment revenir à un état émotionnel plus stable. Et elle vient stabiliser autant les émotions très fortes, dites positives. Donc j'ai appris une grande nouvelle, je suis surexcitée, Balance va venir m'aider à me poser un petit peu par rapport à ça. Et pareil pour tout ce qui est émotions dites négatives, de type j'ai passé une mauvaise journée, les enfants viennent de me faire une grosse crise, c'est le bazar à la maison. Ça vient aussi reposer les choses et un peu dire est-ce que c'est si grave ou est-ce qu'on peut juste se mettre dans le moment présent et objectivement regarder ce qui se passe. Elle est intéressante aussi pour les personnes qui sont en surcharge mentale et assez cérébrale. Il y a tout qui tourne à la tête, il y a énormément de projets, etc. Et en fait, c'est une huile qui va permettre en fait de faire redescendre les énergies. C'est-à-dire quand on a tout dans la tête et qu'on est vraiment un peu submergé par toutes ces pensées qui nous parasitent, en fait, le fait de prendre Balance, ça va aider à faire redescendre en fait toutes ces pensées et à calmer le mental. C'est hyper intéressant quand on est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis ou voilà, qui pense tout le temps. On est vraiment dans la tête et pas dans le corps, quoi. Ça va aider à faire redescendre et à s'ancrer finalement en finalité. Alors moi, avec les familles, j'utilise beaucoup le Serenity. Le D'accord. Serenity, c'est un mélange d'huile essentielle qui est à base principalement de lavande et qui vient être intéressante pour moi puisque on peut l'utiliser sur les enfants dès 1 an. Et on peut l'utiliser aussi dans une maison avec des petits en diffusion. Donc la lavande, ça vient rappeler la mère, ça vient apaiser et ça vient un petit peu donner ce côté cocooning, réconfortant, le petit câlin que je propose à utiliser plutôt le soir. Moi, en ce moment, chez moi, à partir de 17h30, il y a du Serenity dans toute la maison. Ok. Est-ce que tu l'utilises, toi, du coup? Alors, je l'utilise personnellement énormément le soir, à peu près 30 minutes avant le coucher. Moi, je l'utilise en stick et je viens l'appliquer, en fait, au niveau de la nuque et des épaules. D'accord. Ça m'aide, en fait, avant le coucher, à avoir ce côté apaisement qui va m'amener après vers le sommeil. Et en même temps, le fait de le mettre là, ce qui est bien parce que le poids sur les épaules, avant de dormir, etc., on va le décharger. Et puis, on va s'appuyer après sur l'oreiller. Ça va venir, en fait, diffuser l'odeur dessus. Et sur la nuit, on sait très bien que la lavande aide énormément à avoir une qualité de sommeil. D'accord. À être apaisée, voilà. Donc je m'en sers comme ça. Maintenant, même en diffusion sur les personnes même qui travaillent chez elles peut-être et qui ont besoin en fait d'avoir une pause et de se sentir bien, de se créer un cocon, en diffusion sur ce moment-là, elle est assez intéressante aussi. Ou en méditation d'ailleurs. Ou en méditation Ouais. aussi. Pour les méditations, les petits moments de yoga ou méditation, qu'on le fasse, c'est vrai que parfois on le fait aussi à la maison, Oui. entre midi et 2 quand on n'a pas les enfants, et se le diffuser sur ce moment, ouais, c'est une huile qui va accompagner à l'apaisement. Concrètement, comment vous conseilleriez de les utiliser du coup au quotidien? Moi je dirais tout dépend de l'huile, parce que on utilise, à partir du moment où on utilise les huiles essentielles et qu'on commence à être à l'aise avec, on se rend compte qu'une huile n'est pas suffisante et que finalement, on va utiliser plusieurs huiles sur la journée et pas les mêmes peut-être d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Et du coup, on a plusieurs utilisations. Donc déjà, on a la diffusion, on a l'application sur des zones spécifiques, notamment poignets et sous les pieds, colonne vertébrale, nuque. Tout dépend de l'huile, encore une fois. Il y a aussi de les appliquer, soit je viens les sentir et je viens m'appliquer une goutte, je frotte et je viens sentir. Soit on est le soir et peut-être que je vais l'appliquer en massage, de façon plus relaxante, etc. Donc tout dépend l'huile. Après peut-être que tu peux proposer une synergie type d'une maman. Alors déjà, l'idée c'est de se dire que au début on fournit toujours un protocole. Enfin moi j'aime toujours accompagner les gens à se dire ben là tu vas utiliser celle-ci le matin comme ça, puis celle-ci le midi, puis etc. Et puis petit à petit je vais encourager les gens à être autonomes et à venir un petit peu comme ce que disait Jennifer, les prendre de manière instinctive et faire un peu comme elles veulent puisqu'il n'y a pas qu'une seule façon de les utiliser. Mais il faut quand même se les être appropriés avant. Moi ce que j'aime bien faire, donc Balance tous les matins sous les pieds, ancrage, c'est parti, je démarre ma journée. J'explique aussi aux parents
que ça a une autre fonction par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de l'importance de venir se prendre 5 minutes par-ci par-là dans une journée pour décharger. En fait, juste l'outil de l'huile peut être l'opportunité de se prendre ce moment-là. C'est difficile pour quelqu'un qui est surchargé au niveau du mental de dire allez, je m'assieds, je fais 3 respirations et après je repars. Parce qu'en fait, je m'assieds, je fais 3 respirations, puis je me rappelle qu'il me manque du lait, et puis en fait, j'ai pas respiré. Alors que je suis avec mon huile, je lourd, ça permet déjà de se poser, de vraiment faire quelque chose juste pour soi. Donc balance sous les pieds le matin, adaptive dans la journée, vraiment comme ce que je disais tout à l'heure, au point clé. Donc adaptive, moi je le conseille plutôt soit de se faire soi-même des roll-on, soit de le prendre en roll-on pour pouvoir l'avoir partout et se le passer rapidement. Et le Serenity, moi j'aime donc en diffusion, mais j'aime aussi que les mamans puissent se mettre soit une goutte pure, soit une goutte diluée dans l'huile de coco sur elle, un petit peu au niveau du torse, et ou pas sur le mamelon, mais vraiment proche du sein quand c'est des mamans qui allaitent, parce que comme ça, sur le câlin du soir, le bébé en profite. Et ça marche aussi pour les plus grands qui seraient un petit peu dans l'opposition de dire non, j'en veux pas de tes trucs. Je pense à mon fils qui a 7 ans et qui, quand il est vraiment sur les nerfs, des fois me dit non, j'en veux pas, des huiles essentielles. Que nous-mêmes adultes, quand on est saturé et qu'on nous dit tu veux un câlin, hein, surtout pas me touche pas. Bah là c'est pareil, et du coup en fait c'est moi qui mets les huiles. Okay. C'est moi qui mets les huiles et c'est moi qui viens vers lui. Donc en fait, je lui permets d'avoir cette sensation-là sans qu'il ait lui eu à faire ce truc de se décaler vraiment de ses émotions. Et est-ce qu'il y a des erreurs ou des idées reçues fréquentes anti-stress que vous aimeriez corriger? Sur l'anti-stress en particulier, je sais pas. Sur les huiles essentielles tout court, oui, on entend beaucoup que c'est dangereux. Et alors moi, dans mon domaine, que c'est interdit pour les enfants, les femmes enceintes et tout ça. Oui, c'est dangereux, mais comme tout médicament, quand on sait pas s'en servir. Donc l'idée, notamment que prône doTERRA, le laboratoire avec lequel nous on travaille, c'est que quand j'achète une huile, je me fais accompagner. Je me fais accompagner parce que je suis sûre de la qualité des huiles essentielles, et je me fais accompagner parce que, d'abord, selon les personnes, les huiles essentielles peuvent faire émerger différentes émotions, donc c'est intéressant qu'il y ait aussi quelqu'un qui puisse venir recevoir tout ce que ça fait émerger, et c'est intéressant de pouvoir s'adapter en fonction des cycles et de là où en est la personne. Et l'autre idée reçue, c'est que l'huile essentielle toute seule fait beaucoup, puisque c'est la voie olfactive, c'est la voie directe pour accéder au système limbique du cerveau, donc vraiment au système des émotions. Pour autant, on n'est pas sur une baguette magique. Donc juste, je mets la diffusion, mais je reste complètement activée dans toutes mes activités, et je prends pas le temps de me poser, je prends pas le temps d'écrire, et je prends pas le temps de respirer et tout ça, ça va pas faire des miracles. Juste, je diffuse l'huile essentielle dans la maison, ça va pas faire dormir bébé à 20h10 pour toute sa nuit. J'ai aussi entendu la peur d'ingérer les huiles. Effectivement, toutes les huiles ne s'ingèrent pas, mais certaines peuvent. Et c'est vrai que c'est très important d'être accompagné pour ça, mais vraiment arriver à se dire qu'on peut les ingérer, certaines, du moment qu'on est accompagné, c'est ok. On sait laquelle est bonne et c'est pas négatif pour le corps. Merci à toutes les deux pour vos conseils sur la rentrée et la gestion du stress. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui arrive très vite après, l'arrivée de l'automne. C'est une saison où notre énergie et notre santé peuvent être fragilisées. Donc Laetitia, toi, avec ton expérience auprès des enfants et des parents, tu vas pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Quels sont, selon toi, les principaux défis pour les parents et les enfants lors du passage à l'automne? Moi, je vais avoir l'immunité, du coup, avec le retour en collectivité, avec le stress qu'engendre la rentrée, qui provoque de l'inflammation sur le corps et tout ça, un corps qui est plus vulnérable souvent au changement de saison, aux virus qui traînent. Mais aussi le sommeil qui va être perturbé parce que on a en automne, ce que redoutent beaucoup de parents, le changement d'heure. Et on a aussi, du coup, un changement au niveau de la luminosité, au niveau des températures, qui fait que voilà, parfois c'est un petit peu délicat et ça demande quelques ajustements. Quel geste simple et naturel tu recommanderais pour renforcer du coup l'immunité des enfants et des parents à l'approche de l'automne? Déjà par rapport à tout ce qui est stress dont je parlais tout à l'heure, donc on comprend que le stress vient activer le corps, donc vient du coup rendre un peu plus faible et un peu plus vulnérable par rapport au virus. Donc l'idée c'est de pouvoir toujours comme ce qu'on a dit tout à l'heure, prendre quelques temps pour soi, venir un peu apaiser, faire redescendre les émotions et calmer le système nerveux. Et en termes d'immunité, plutôt du côté physique, moi je conseille souvent la complémentation en vitamines et minéraux pour que le corps soit toujours bien alimenté. On a aussi du travail qu'on peut faire autour de l'aromathérapie. On peut aussi se servir des choses simples comme aller dehors, prendre l'air, qui sont souvent négligées parce qu'on a une baisse des températures et les gens veulent coucouner, protéger les enfants, alors qu'à l'inverse, il faudrait plutôt sortir.
sortir et pas oublier d'aérer la maison parce que voilà, on reste pas avec tous nos microbes, on aère la maison même s'il y a les radiateurs d'allumés, même s'il y a le chauffage, même si tout ce qu'on veut. Il y a plein de petites choses à mettre en place en fait dans le quotidien, bien favoriser un bon sommeil aussi et pas oublier d'avoir des temps de pause, de chaleur, les enfants peuvent boire de la tisane. Ça, c'est souvent oublié mais ça leur fait souvent du bien parce que c'est vrai que l'été on fait attention à bien les hydrater et l'hiver beaucoup moins. Et on a nous nos petites boissons un peu doudou, mais les enfants on les oublie parfois. Et faire attention aussi à tout ce qui est sucre, parce que l'automne, la baisse des températures et l'hiver qui arrive, on a un peu tendance à se dire je me réconforte avec du chocolat, je me réconforte avec plein de petites choses qui font que pareil, ça vient un petit peu saturer le corps. Et en fait, il faut savoir que si le corps produit trop d'énergie pour digérer des choses lourdes, en fait, il a moins d'énergie pour le reste. C'est pour ça que les enfants, souvent, quand ils sont malades, ils jeûnent, ils sont beaucoup plus intelligents que nous, et ils arrivent à, du coup, mettre un des systèmes du corps au repos pour que le système immunitaire puisse, lui, être en pleine puissance et avoir toute sa force. On arrive à bien équilibrer, donc il faut se faire des petits plaisirs, on est d'accord, mais il faut quand même bien équilibrer les apports nutritionnels pour pas saturer le corps et garder toutes les énergies. Est-ce que tu as des rituels ou des routines bien-être à conseiller pour éviter du coup la fatigue et les petits coups de mou qui peuvent arriver du coup dans cette saison? Moi, je propose d'essayer de passer doucement pour ceux qui peuvent, donc pas non plus mettre trop de pression là-dessus, sur des petits déjeuners plutôt salés pour pouvoir tenir vraiment sur la durée et pour pas avoir cette espèce de pic de glycémie et cette chute de glycémie ensuite qui vient fatiguer les corps. Et ensuite, de pouvoir à la sortie de l'école, à la sortie de la crèche, ce que vous voulez, aller faire un temps de dehors, un temps vraiment où les enfants prennent l'air, véritablement sont sortis un petit peu de cette foule, de ce brouhaha de bruit, même les adultes ça fait du bien, et vraiment pouvoir être dehors. On fait aussi attention à ce que les maisons soient pas surchauffées pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre dedans et dehors. On a aussi chez doTERRA avec la gamme enfant des huiles essentielles qui sont spécifiques pour l'immunité, donc du coup moi je propose toujours d'intégrer dans les rituels du matin et les rituels du soir un petit temps de massage pour stimuler l'immunité du corps, et puis de travailler vraiment autour du sommeil pour que vraiment l'enfant puisse se poser le soir petit à petit. Quelles erreurs tu vois souvent chez les parents quand il s'agit de préparer leurs enfants à l'automne et à l'hiver? On est souvent sur des familles qui veulent mettre les enfants comme dans un cocon, surtout tu sors pas, tu vas avoir froid, tu vas choper tous les virus, ou bien tu fréquentes pas les enfants qui sont malades ou des choses comme ça, tu sors pas à la récré s'il pleut, non on va pas aller dehors ce week-end parce qu'il pleut, donc du coup on a des enfants qui sont enfermés, qui prennent pas l'air et qui prennent pas non plus la lumière du jour, de fait, donc on a un impact sur le sommeil et on a un impact aussi sur l'immunité. Donc les erreurs, c'est ne pas sortir, manger plus sucré et du coup saturer le corps, être vraiment enfermé finalement dans la maison, et ça a aussi un impact du coup sur les émotions, et ce qui fait aussi que du coup la tension à la maison est plus flagrante. Si tu devais partager une astuce insoupçonnée ou peu connue qui marche super bien pour aider à passer l'automne en pleine forme, ça serait quoi? Ça serait deux choses. Ça serait de sortir tous les jours si c'est possible, au moins une demi-heure dehors, et laisser les enfants courir, parce qu'en fait, j'ai parlé juste avant de sortir, prendre l'air et tout ça, mais c'est aussi dans l'idée de pouvoir courir, expérimenter la motricité, pouvoir grimper après les jeux dans les parcs, de pouvoir faire la course, jouer avec papa-maman, vraiment libérer les énergies qui stagnent un petit peu dans le corps, et faire des cures, notamment chez les enfants, de probiotiques. En fait, les probiotiques, ils vont venir réensemencer la flore intestinale, et cette flore intestinale, elle est très altérée dans ce passage de saison, parce qu'en fait, on a un changement d'alimentation, on passe du cru, parce qu'on a eu beaucoup de salades, beaucoup de choses assez légères en été, à des soupes, des choses un petit peu plus lourdes en hiver. Donc, réensemencer cette flore-là pour éviter du coup l'inflammation du corps. On a aussi le stress qui vient inflammer le corps à la rentrée. Donc voilà, les probiotiques vont vraiment permettre de venir ramener une stabilité, un équilibre dans le système digestif. Et est-ce que tu observes un lien du coup entre les émotions et l'immunité des enfants et même des parents? Et comment tu accompagnes là-dessus? Alors oui, il y a un lien qui est indéniable, ça c'est certain, puisque le stress provoque du cortisol. Le cortisol est très très inflammatoire pour le corps. Donc du coup, un enfant et des parents qui sont stressés en permanence, on a un corps qui est très inflammé, donc qui est très vulnérable
face au virus, face aux coups de froid. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de pouvoir revenir à une soirée plus apaisée. Donc là, moi, mon rôle, ça va être de vraiment travailler un tunnel du soir qui est le plus apaisé possible. Donc avec de la gestion des émotions, des petits temps de rituels, des choses bien calées pour sécuriser tout le monde et un sommeil bien réparateur et bien profond pour tout le monde, les enfants et les parents, pour que du coup le corps puisse se régénérer petit à petit et être en pleine forme le matin pour affronter tout ça. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. Jennifer, toi, ton approche, elle est plus holistique avec les énergies, les émotions. Et je me dis que l'automne, c'est justement une période importante pour se recentrer et retrouver l'équilibre. L'automne, avec ses journées qui raccourcissent et la baisse de luminosité, ça a souvent un impact sur notre morale et notre énergie. Est-ce que tu le constates chez tes clients et comment tu l'expliques? Oui, effectivement, je le constate chez mes clients. L'explication, elle est vraiment aussi physique. Donc, comme on le disait justement Laetitia avant, il y a vraiment cette baisse de luminosité qui est très importante parce que avec la baisse de luminosité, on a une augmentation de la mélatonine. Ça va finalement induire cet état de fatigue en fait qui va s'installer vraiment avec l'automne. Il va y avoir cette sensation de fatigue, de vouloir rester à l'intérieur un peu coucouné. Ça induit aussi une baisse de cortisol, donc avec l'inflammation, et c'est aussi une baisse de motivation et d'entrain. Ça va jouer comme ça. Et il y a également une baisse de sérotonine qui est le neurotransmetteur en fait lié au bien-être. C'est hyper important et donc ça va se traduire donc sur des grosses fatigues, des difficultés à la concentration, vraiment la baisse d'entrain ou une irritabilité, un besoin d'isolement pour certains. On entend souvent aussi que le froid et la saison automnale, ça favorise les maladies. Mais est-ce que selon toi, c'est vraiment lié au climat ou plutôt à d'autres facteurs comme le stress ou la fatigue accumulée? L'automne et le froid forcément qui vont faciliter certaines conditions, mais malgré tout, pour moi, le stress et surtout la fatigue aussi, les habitudes de vie qui vont s'installer avec cette baisse de luminosité et ce besoin de s'isoler, c'est plutôt elles qui vont déterminer si on tombe malade ou pas. Finalement, si on se laisse aspirer un peu trop par ce besoin de rester à l'intérieur et du coup de manquer de luminosité et du coup aussi on va être fatigué sur toute la journée mais on va pour autant pas avoir un sommeil de qualité, le corps plus la baisse de cortisol, voilà, le corps va être mis à rude épreuve et dès qu'il va être au contact d'un virus ou d'un microbe, il va facilement se retrouver malade et avoir un système immunitaire moins compétent face à ces attaques. Quel conseil ou rituel énergétique simple tu recommanderais pour contrer cette baisse d'énergie et préparer son corps et son esprit à l'automne et l'hiver? L'automne, déjà, c'est une saison qui est de transition entre l'été et l'hiver. Donc, ça va être un moment où l'hiver, on est vraiment en introspection et l'été, on est complètement dans l'inverse. Donc, on va avoir une période de transition qui va inviter à ralentir et à se recentrer. L'idée, c'est de préparer son corps pour l'hiver, tant physiquement qu'énergétiquement. C'est normal de ressentir cette baisse d'énergie. Sur les conseils, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter à son corps, à le mettre en mouvement face à ce ralentissement, continuer vraiment et favoriser ces mouvements, mais peut-être être plus sur des étirements, quelque chose qui va être doux. Peut-être quotidiennement arriver à faire des étirements doux pour pouvoir remobiliser le corps, aller faire des balades en forêt, se reconnecter à la nature, faire le plein de vitamine D, même ne serait-ce qu'une balade sur la pause entre midi et 2, ou le week-end, ou la fin de journée avec les enfants. Tout ça aura son importance aussi sur la qualité du sommeil. Il est important en fait finalement de suivre le rythme et peut-être d'aller au lit plus tôt. Et voilà, de se couper en fait de ce rythme d'été où on va vivre plus sur la soirée et là on va suivre le rythme naturel aussi du soleil et du coup avoir un sommeil qui va être peut-être plus tôt le soir et se lever plus tôt le matin. Ensuite, on est au niveau de l'alimentation aussi, on va réchauffer l'alimentation, donc on va repasser sur des tisanes, on va commencer à introduire doucement les soupes. Très important aussi pour le corps d'arriver à se réchauffer avec notamment le gingembre et la cannelle qui sont intéressantes pour soutenir le système immunitaire. Pour récapituler, on est vraiment sur mobiliser le corps, des étirements doux, capter la lumière du soleil et oxygéner le corps, vraiment. Quelles erreurs tu observes souvent à l'automne qui, selon toi, fragilisent l'immunité ou l'équilibre émotionnel? Finalement, c'est les personnes qui font tout l'inverse de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont encore sur le rythme intense de l'été et elles vont continuer complètement à vivre en fait comme en été avec des horaires tardifs, des repas lourds. Si on reste sur ça, on est vraiment sur des personnes qui vont pas écouter leur corps et qui vont être aussi aspirées parce que l'automne, c'est aussi la rentrée, c'est aussi plein de choses qui se mettent en place, le sport, etc. Et donc, on va être aussi sur une accumulation. On va vraiment venir challenger son corps
et accumuler des émotions sur cette période-là, alors que c'est plutôt une période où on va faire du tri. On du tri dans ses émotions, énergiquement, dans son corps, pour se préparer à l'hiver, et dans sa maison aussi. C'est le moment de faire un grand ménage et un grand tri et de se débarrasser de tout ce qui vient créer une accumulation et une surcharge. Et aussi, il y a l'impact parce que sur ce moment-là, donc moins de lumière, c'est des temps qui sont plutôt pluvieux, donc les personnes auront tendance à rester plus à l'intérieur. Et finalement, c'est le trop de sédentarité sur ce moment-là qui serait une erreur. On est plus sur une invitation, tant pis, à aller danser sous la pluie pour de continuer vraiment à aller voir, même si la nature s'endort tout doucement, continuer ce contact-là et profiter de la lumière qui reste. Si tu devais partager un rituel un petit peu insolite ou une astuce méconnue mais hyper efficace pour traverser l'automne en pleine forme, ça serait quoi? Moi, je proposerais sur cette période-là un rituel de bain de feuilles. Clairement, c'est un bain de pied. C'est intéressant, on vient se réchauffer, c'est toujours agréable parce que l'automne, c'est aussi les moments cocooning à pouvoir s'octroyer tous les jours. Et donc là, ce serait l'idée de venir au travers de ce bain de pied, profiter des vertus des feuilles des arbres et des huiles essentielles. Donc l'idée, c'est de remplir une bassine d'eau chaude, de déposer des feuilles, alors pas n'importe quelle feuille, je vais le détailler juste après, et 2-3 gouttes d'huile essentielle et de venir faire un bain de pied à peu près 20-30 minutes, et pourquoi pas le faire une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça dépend le temps qu'on a, mais pourquoi pas sur le week-end, se dire qu'on se prend un moment le dimanche et on se prend ce petit moment-là. Alors sur les feuilles des arbres, on a le chêne, la feuille de chêne qui est intéressante pour la force et l'enracinement. Et à ce moment-là, on peut utiliser l'huile essentielle de cèdre qui va venir aussi exprimer cet enracinement et la protection. On a aussi les feuilles de tilleul pour le côté plus apaisant qu'on va pouvoir marier à l'huile essentielle de lavande qui a les mêmes vertus. La feuille de vigne pour le côté un peu abondance et joie de vivre. Là, ça va être plus l'orange douce qui va pouvoir s'associer à la feuille de vigne. Et enfin, le bouleau pour le côté renouveau et purification. Et là, on peut le mélanger à l'huile essentielle de romarin pour stimuler un peu l'énergie vitale. Et comment les soins énergétiques ou la reconnexion à soi, ça peut aider à limiter ce stress de cette période et à soutenir du coup notre système immunitaire? Ça va avoir un impact déjà sur le corps physique, ça va aider à relâcher les tensions, à apaiser le corps, à calmer le mental pour réduire l'anxiété. Ça va être vraiment les points focus du soin. Et ensuite, on va essayer de restaurer un sentiment d'ancrage. L'idée, c'est d'avoir un impact en fait directement à la fois sur le stress chronique et sur le système immunitaire. Donc à réduire le stress et à avoir un fonctionnement du système immunitaire un peu plus actif sur cette période-là. L'idée aussi, c'est vraiment d'inviter les gens à être plus à l'écoute de leur corps. Et finalement, le fait de s'apaiser, de pouvoir ralentir, ils vont avoir cette écoute-là qui va faire qu'ils auront une observation du corps et ils seront décelés à quel moment le stress s'installe, à quel moment la fatigue va être trop prégnante et pouvoir agir dessus avant que ça ait un impact sur le système immunitaire et que là, on laisse la porte ouverte aux maladies, aux virus et à l'affaiblissement du corps. Donc c'est vraiment un travail à la fois énergétique et à la fois de se reconnecter à son corps pour pouvoir l'écouter et pouvoir agir en autonomie. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Avant de terminer, on va se pencher un peu du coup sur les huiles essentielles parce qu'avec la saison qui change, je pense que c'est le moment parfait pour en parler. Quelles sont selon vous les huiles essentielles incontournables à avoir chez soi pour booster son immunité et prévenir des petits maux de saison? Moi, je partirais déjà sur le fait qu'en automne, c'est la porte ouverte aux virus et aux microbes et travailler là-dessus avec ma préférée, la One Guard, qui est une huile essentielle qui va venir finalement agir sur la purification au niveau de l'environnement et de la personne, au niveau de toute cette arrivée des microbes. Donc, elle est hyper intéressante en diffusion dans la maison. Peut-être aussi en mélange des produits ménagers pour venir accentuer cet état de désinfection. Elle peut être aussi hyper intéressante sur la création de gel hydroalcoolique plus safe, venir sortir un peu des gels hydroalcooliques hyper agressifs et nocifs pour la peau et avoir quelque chose de naturel et hyper efficace. Et moi, je l'utilise aussi sur la protection énergétique directement, soit au travers de colliers ou directement sur le corps ou sous la plante des pieds pour protéger toute la journée. En fait, finalement, les gens sont de mauvaise humeur, donc le fait de s'en mettre un peu sous les pieds le matin, ça vient créer comme une bulle de protection et se couper un peu du côté négatif qu'on peut avoir sur les personnes grognantes autour de nous, si on en a. Si on en a pas, tant mieux. Donc voilà, ce serait pour moi l'huile un peu chouchou du moment. Et ensuite, on a la synergie Air qui, elle, accompagne alors de différentes façons, mais déjà sur le corps physique, elle va venir accompagner pour tous les petits rhumes qui traînent sur ces saisons-là. Avec les changements de climat, on a plus facilement, on s'enrhume, ça tombe un peu sur les bronches. Donc voilà, la synergie Air, elle va aider à avoir cette bouffée d'air frais dont on a besoin quand on a le nez un peu surchargé.
Et on peut d'autant plus l'avoir aussi sur les émotions qui viennent se cumuler un peu à ce moment-là. Elle apporte aussi cette bouffée d'air frais pour s'oxygéner et avoir un peu cette bouffée d'air frais mentale. Et moi, je propose aussi le On Guard en diffusion dans la maison et le air. Et je viens rajouter toujours les huiles qui sont OK pour les enfants. Donc avec Stronger, qui est exactement l'homologue du On Guard, mais pour les enfants, parce que c'est un mélange d'huile essentielle aussi, mais qui est dilué dans de l'huile de coco, donc qui est directement adapté aux publics les plus vulnérables, donc enfants, femmes enceintes, femmes allaitantes. Et du coup, moi, je propose toujours de le mettre sous les pieds, le matin et le soir, pour booster le système immunitaire. Donc celui-là est vraiment très intéressant. Et ensuite, on aime bien aussi rajouter une huile essentielle pour ramener un petit peu de la joie de vivre et détendre le système nerveux. Donc ce dont j'ai déjà proposé, que ce soit le Serenity pour apaiser avec de la lavande. La lavande qui a aussi des propriétés anti-inflammatoires, donc qui est intéressante aussi pour l'immunité, ou des synergies comme Balance qui sont un peu plus boisées, qui viennent pouvoir proposer de ralentir le système nerveux. On entend parfois dire qu'il ne faut pas utiliser les huiles essentielles n'importe comment. Donc, quelles précautions simples vous conseillerez pour les utiliser en toute sécurité, surtout du coup pour les enfants ou les familles? Oui, c'est vrai qu'il faut pas les utiliser sans être accompagné. Ça peut être dangereux, c'est un peu ça qu'on entend. Et moi, j'aime bien aussi toujours rappeler que l'utilisation du Doliprane ou de n'importe quel médicament en automédication est tout aussi, voire plus dangereuse, parce qu'on a quand même un effet sur les somas et sur plein d'aspects. Donc les gens sont assez frileux finalement d'utiliser les produits naturels et beaucoup moins d'utiliser les produits chimiques, parce que les produits chimiques, on a été bercés avec ça et parce qu'on les connaît. Malgré tout, vous avez quand même normalement toujours une ordonnance pour utiliser les médicaments. Et c'est exactement ce qu'on propose avec l'accompagnement avec les huiles essentielles, c'est d'utiliser des produits naturels avec un accompagnement. En tout cas, nous, avec le laboratoire doTERRA, quand on propose un accompagnement, à chaque fois que la personne reçoit ces huiles, on travaille avec elle sur le protocole, sur l'utilisation des huiles essentielles. Et notamment pour moi, mon public, qui est quand même particulièrement, pas fragile, mais plus délicat, puisqu'on est sur les enfants, sur des corps en construction, on fait principalement attention à la dilution. La dilution, ça veut dire que je ne vais pas utiliser une goutte d'huile essentielle pure sur un enfant, je vais toujours la diluer dans de l'huile de coco. Sur les enfants, j'utilise pas l'huile essentielle en interne, j'utilise de la diffusion, pas n'importe comment, j'aère, je mélange pas n'importe quoi, je sature pas le corps. Voilà, c'est vraiment faire attention à comment j'utilise mon huile essentielle. Vraiment, oui, un gros focus sur être accompagné parce qu'on est sûr de les utiliser correctement. C'est plus rassurant et puis on a un côté aussi où on va un peu introduire les huiles et apprendre à la personne à les utiliser et à s'autonomiser petit à petit. D'autant plus qu'en fait, finalement, quand elle travaille avec le laboratoire doTERRA, à partir du moment où la personne vraiment veut faire ce travail avec les huiles essentielles, elle a accès à une plateforme où elle peut se former en parallèle, elle va pouvoir avoir accès à des groupes, notamment sur Facebook ou Instagram, où elle pourra poser toutes les questions qu'elle voudra. Et il y a un suivi avec nous sur WhatsApp où toutes les personnes peuvent poser leurs questions, venir informer des nouveaux protocoles. Enfin voilà, il y a vraiment un suivi qui est très fin et il ne s'agit pas de donner comme une ordonnance. Voilà, on disait un médecin où il va donner, allez à la pharmacie, prenez et lisez la posologie. Là, non, on a cette feuille, on leur donne voilà comment vous pouvez l'utiliser. Et après, on suit et on fait ça, on peut tout transformer, on peut tout faire évoluer. Il y a vraiment un suivi. C'est pas on vous donne, vous suivez et débrouillez-vous. Le protocole est écrit, on n'est plus là. Non, il y a vraiment un suivi jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne n'en ait plus besoin finalement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent une astuce express contre les coups de fatigue ou le moral en baisse de l'automne. Donc si vous deviez partager votre rituel express préféré avec les huiles essentielles pour recharger les batteries, ça serait lequel? Je crois qu'on est d'accord pour dire que sur l'automne, nous, notre synergie préférée, c'est la synergie On Guard, donc qui est un mélange de cannelle, de poivre et d'autres huiles essentielles qui permettent du coup de booster l'immunité, mais qui permettent aussi d'apporter la joie de vivre. Ça a ce côté un petit peu réchauffant, donc le On Guard, il peut être utilisé en interne, il peut être utilisé en diffusion, il peut être utilisé en massage. Il est quand même assez intéressant et notamment, moi je l'utilise donc en diffusion dans la maison, mais je l'utilise aussi dans de la tisane, donc une fois qu'elle a refroidi, parce que si je le mets directement, en fait, l'huile essentielle, elle s'évapore. Il n'y a plus d'effet, mais une fois que l'eau a un petit peu refroidi, je mets ma petite goutte d'huile essentielle dans la tisane et ça peut être intéressant dans du lait aussi pour toutes les personnes qui aiment faire tout ce qui est les chai latte, les choses comme ça. Ça vient vraiment, la cannelle qui fait ça, à donner cet effet réchauffant au corps. Il est vraiment utilisé
l'utiliser, pareil, on peut l'utiliser dans du miel pour réchauffer et pour vraiment, bon allez, j'y vais, je passe ma journée et je me remotive et le soir, j'ai plutôt mon aspect cocooning. Donc s'il y en a qu'une, ce serait plutôt le On Guard. Et peut-être que je rajouterais Citrus Bliss, même si elle est bien pour l'été, mais elle peut aussi être validée sur les autres saisons. Et Citrus Bliss, c'est vraiment une huile qui va apporter du soleil en fait dans la vie et qui va apporter ce côté optimiste et joie de vivre. Mais voilà, c'est le côté solaire en fait qui va être recherché avec elle. Moi personnellement, je la mets dans ma voiture en diffusion. Comme ça, c'est le moment où on peut passer, où ça fait du bien finalement, parce que quand on prend la voiture pour aller amener les enfants à l'école, on pense à la séparation. Quand on va aller au travail, on pense à toute la charge qui va nous attendre. Quand on rentre à la maison, on pense au tunnel du soir. Voilà, et avoir ce coup de soleil et ce moment de joie de vivre va venir un peu contrebalancer ce qui peut nous encombrer un peu sur la charge mentale. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de débats sur les remèdes naturels. Et si vous aviez à convaincre un sceptique que les huiles essentielles, elles peuvent vraiment faire la différence en automne, quelle expérience ou cas concret vous aimeriez donner? Moi, je dirais que déjà, c'est bien d'être sceptique parce que ça peut amener à vouloir se poser des questions, à ouvrir le débat. Et c'est quand même, mon cœur de métier, c'est quand même d'accompagner les personnes vers l'autonomie, donc comprendre pourquoi on prend telle et telle chose, c'est hyper intéressant. Je les invite d'ailleurs aussi à être sceptiques sur tout ce qu'on leur donne et l'automédication qui est beaucoup trop présente chez nous. Mais par contre, en termes tout à fait personnels, nous l'année dernière, on est allé une seule fois chez le médecin pour les 2 enfants confondus, avec du coup nos rituels d'huile essentielle. Donc on est d'accord que c'est pas j'ai mis le petit Roll-On Stronger une fois par semaine et personne n'a rien eu. C'est tout cumulé en faisant vraiment attention et en ayant une routine finalement plutôt douce pour le corps. Mais vraiment, tout le monde se complémente de plein de choses. Et il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont faits avec des huiles essentielles. Donc il y en a, en fait, les gens disent j'aime pas les huiles essentielles, ça me fait peur et tout ça, mais finalement il y en a partout. Il y en a dans des crèmes de peau, il y en a dans des compléments alimentaires. En revanche, elles sont pas toutes de la même qualité. Donc moi, pour les gens qui sont sceptiques mais ouverts, je les invite à me demander un petit échantillon. Ils testent sur 2 semaines, on discute ensemble des effets que ça fait et puis après on voit. Je pense que la meilleure solution, c'est quand même de tester. Je suis assez d'accord avec ça. Le fait de tester et sceptique, on n'a pas d'attente. Et du coup, on ne peut que constater le résultat. Moi, personnellement, j'ai vu aussi une grosse différence avec mon conjoint qui a des problématiques de sommeil depuis longtemps qui sont installées. Et finalement, je lui faisais très régulièrement, une fois par mois, un soin énergétique qui palliait en fait à cette problématique, mais pas en totalité. C'est-à-dire que j'étais obligée de faire un soin tous les mois et avoir une régularité pour maintenir le sommeil. Et là, on est venu compléter avec des huiles essentielles. Et le fait est, c'est que ça fait 3 mois, j'ai pas fait de soin depuis. Donc en fait, ça vient maintenir les effets du soin et à la fois apporter d'autres effets qui font qu'il a un sommeil qui est profond et qui est pas coupé et pas de réveil nocturne et qui fait qu'il n'arrive pas à rattraper le petit train après. Donc hyper positif. Et là, c'est un constat qui est fait et sur quelque chose qui est installé depuis des années. Ok, merci beaucoup les filles pour tous vos conseils, c'était top. Et pour finir, je me suis dit que ça serait chouette de parler réseaux sociaux. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Moi, j'aurais 2 questions. La première, ce serait, selon toi, comment les réseaux sociaux peuvent-ils devenir un véritable outil de pédagogie et de sensibilisation autour du bien-être et notamment à des périodes charnières comme la rentrée? Les réseaux sociaux sont de puissants outils pédagogiques, mais seulement s'il y a une vraie stratégie derrière. Par exemple, pour la rentrée, vous pouvez partager des conseils simples, des routines anti-stress, des réels ou des carousels pédagogiques, ou même des témoignages. En fait, l'idée, ça va être de partir des besoins concrets de votre cible et de leur apporter du coup de la valeur. Le plus important, en fait, ça va être de rester authentique, de leur raconter des histoires dans lesquelles la cible se reconnaît et de toujours se demander comment est-ce que je peux les aider aujourd'hui. Merci beaucoup. Deuxième question, ce serait quel conseil tu pourrais donner à un professionnel du bien-être pour utiliser la communication digitale non seulement comme une vitrine, mais aussi comme une espèce de connexion authentique? Pour les professionnels du bien-être, il faut voir les réseaux sociaux au-delà d'une simple vitrine. En fait, les réseaux, c'est plus un lieu de lien où vous pouvez par exemple montrer votre univers, partager vos coulisses, parler de votre parcours et engager la conversation. Surtout en période de rentrée scolaire, il y a beaucoup de personnes qui cherchent du soutien. Donc vous pouvez partager dans ce contexte-là des conseils de bien-être ou des méditations guidées. Même un mot réconfortant, c'est ça qui peut faire la différence. En fait, la clé, ça va être de rester constant et de rester centré sur les besoins de sa communauté. C'est comme ça en fait qu'on va créer une connexion authentique et qu'on va
va attirer du coup naturellement des clients alignés. Super, merci beaucoup. Alors moi j'avais une question un peu particulière. Oui. Donc, dans le cadre de ma collaboration avec le laboratoire d'Otera, j'ai un petit peu deux volets. Donc je continue toujours l'accompagnement des familles autour du sommeil, allaitement, postpartum. Et je travaille aussi à constituer une équipe de conseillères bien-être qui va avoir un but commun d'accompagner les personnes dans leur autonomie en santé naturelle. Du coup, je vise actuellement les familles et aussi les professionnels du bien-être. Est-ce que tu conseilles de garder un seul et même compte ou est-ce que tu dirais plutôt de faire deux comptes pour pas perdre les gens? Franchement, je conseille pas d'avoir deux comptes distincts, surtout dans ta situation. Tu peux aussi bien avec un seul compte parler autant aux mamans qu'aux professionnels du bien-être, parce qu'en fait ton fil conducteur c'est la famille. Le plus important ça va être d'avoir toujours de la clarté, de définir des piliers. Par exemple, tu peux faire un pilier où tu parles aux mamans en donnant des conseils pratiques, un pilier où tu vas parler aux professionnels du coup du bien-être avec des clés un peu plus stratégiques, et un pilier où tu vas parler de ton univers à toi avec des choses où tout le monde peut se reconnaître, enfin tes deux cibles. Donc moi je conseille pas de se dédoubler. En fait ça va juste être une question d'organisation et de clarté dans tes contenus. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup les filles pour ce moment riche et inspirant. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous qui nous regardez d'être restés avec nous jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à aller suivre Laetitia et Jennifer sur leurs réseaux sociaux et à leur poser vos questions parce qu'elles sont vraiment passionnées et généreuses dans leur partage. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour aller découvrir de nouvelles pratiques dans l'univers de la médecine douce. Prenez soin de vous et à très vite. Et merci les filles. Au revoir.